Bonjour et bienvenue sur Livescope Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans une série de reportages vraiment fascinants sur le début de l'année 2026, dans le monde du luxe, de l'art et des expériences un peu hors normes. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des objets, ces reportages racontent tous une histoire sur l'évolution de nos désirs. Notre but aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu ça, de voir comment ces récits sont construits. Exactement. On va voir comment une tradition ancestrale peut inspirer les plus grandes marques mondiales et comment le luxe, au fond, n'est peut-être plus de posséder quelque chose, mais plutôt de vivre un moment inaccessible. Alors, c'est parti pour cette analyse. On commence tout de suite avec le Nouvel An chinois 2026 et son influence assez surprenante sur les maisons de luxe. Alors, on sait que le Nouvel An chinois, c'est un moment clé, mais 2026, c'est l'année du cheval. Et ce symbole de l'énergie de la liberté, ça a l'air de vraiment inspirer les marques. Mais au-delà du symbole, pourquoi c'est si stratégique? C'est pas juste un prétexte marketing quand même. Ah, ça c'est une excellente question. Non, c'est bien plus profond que ça en a l'air. S'aligner sur le zodiaque chinois, c'est d'abord un acte, disons, d'intelligence culturelle, surtout pour le marché asiatique, qui est juste crucial. C'est un signe de respect. C'est ça. Mais au-delà du respect, le symbole du cheval leur offre un terrain de jeu narratif incroyable. Il incarne le dynamisme, la conquête, des valeurs qui sont au cœur de l'identité de beaucoup de marques de luxe. D'accord, donc c'est une sorte de convergence parfaite entre leurs valeurs et le symbole de l'année. Tout à fait. C'est une occasion de réaffirmer leur propre histoire à travers un prisme culturel qui, en plus, a une résonance mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources montrent des approches très très différentes. On a Burberry, par exemple. Eux, ils y vont de manière très... Très frontale, oui. Voilà, c'est direct, très visuel. Du rouge vif, leur tartan iconique, des vitrines spectaculaires en Asie. C'est une célébration. Oui, l'approche de Burberry, c'est celle de l'impact immédiat. La communication se veut joyeuse, festive, sans aucune ambiguïté. Ils ne cherchent pas à intellectualiser le symbole. Ils veulent participer à la fête. Exactement. Ils veulent être visibles, occuper l'espace public et l'espace mental pendant cette période. C'est une stratégie très efficace. Mais alors, si on prend Longines, on change complètement d'univers. Ah oui, radicalement. Leur montre, la Master Collection Year of the Horse, est beaucoup plus discrète, plus conceptuelle. On parle d'une édition limitée à 2026 exemplaires, qui joue sur les cycles lunaires. C'est ça. Longines, ils ne décorent pas une montre avec un cheval. Ils intègrent le concept au cœur de leur savoir-faire, l'horlogerie. Ils créent un lien en fait, un lien intellectuel entre le temps cyclique du calendrier lunaire et la mesure mécanique du temps. C'est une approche beaucoup plus subtile. Infiniment plus. C'est une façon de dire « notre compréhension du temps est aussi sophistiquée que cette tradition ancienne ». Du coup, il s'adresse à un collectionneur, pas juste un acheteur de saison, vous voyez ? Oui, je vois. On a la fête populaire chez Burberry, la réflexion intellectuelle chez Longines, et puis il y a Hermès. À Hermès. Là, on a l'impression qu'ils sont dans une catégorie à part. Leur lien au cheval est si fondamental, si historique. C'est même pas du marketing pour eux. Si. Vous mettez le doigt sur le point essentiel, l'authenticité. Pour Hermès, l'année du cheval, ce n'est pas une opportunité. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est leur mythe fondateur. La maison a été créée en 1837 comme une sellerie. Le cheval est dans leur ADN, sur leur logo, partout. Donc, leur communication n'est pas une appropriation culturelle, c'est une affirmation de leur identité la plus profonde. Personne ne peut les accuser d'opportunisme. Au contraire, ils sont les gardiens de cet univers. Tout à fait. Leur luxe, c'est cette légitimité historique que personne d'autre ne peut acheter. Cette idée d'histoire de marque, d'authenticité, ça fait une transition parfaite vers notre sujet suivant en fait. Une autre maison, Dior, qui construit son récit d'une manière complètement différente en transformant ses produits en œuvres d'art. On parle bien sûr du projet Dior Lady Art. Oui, pour son 10e anniversaire. Et c'est un projet qui est devenu un véritable phénomène. Oui, au départ, ça aurait pu être une simple série de collaborations. Aujourd'hui, c'est un événement qui brouille volontairement les frontières entre la mode, l'artisanat et l'art contemporain. Et ce qui est fou, c'est la diversité des créations. Le sac Lady Dior devient une toile pour des artistes. Complètement aux antipodes les uns des autres. C'est ça. On a l'artiste britannique Mark Quinn, par exemple. Ses sacs sont recouverts d'iris, d'yeux.
C'est presque dérangeant sur un accessoire de mode. C'est l'effet recherché, bien sûr. Quinn joue avec cette idée de perception, de surveillance. Il prend un objet de désir, un symbole de statut, et il y injecte une dose d'inquiétante étrangeté. Le sac n'est plus un simple contenant, il devient un objet actif, Qui nous regarde? qui nous regarde et qui questionne celui ou celle qui le porte. D'un autre côté, on a la peintre française Inès Langévial. Là, c'est beaucoup plus poétique, non? Oui, son travail transforme le sac en une sorte de manifeste doux sur la féminité, l'identité. C'est très coloré, très fort. Et puis, on a des approches encore plus radicales. Les sources mentionnent une artiste, Aliama Marash, qui est décrite comme caltichée. Je dois avouer que c'est un terme que je ne connaissais pas. C'est une excellente remarque, parce que le terme est très spécifique. Caltiché, ce n'est pas un mouvement artistique officiel. C'est plutôt une description qui fait référence à une esthétique inspirée des mythes, du folklore d'Europe de l'Est, souvent avec une touche très surréaliste, très onirique. D'accord, donc on est dans l'univers du conte de fées, mais un peu sombre. Exactement, presque alchimique. C'est une façon pour Dior d'aller chercher des territoires artistiques très pointus, loin des grands noms habituels. Et à l'extrême opposé de cette richesse, on a l'artiste coréen Lee Ufan, un maître du minimalisme. Comment on applique le minimalisme à un sac à main luxe? C'est presque ce qu'il fait, et c'est ça qui est génial. Son approche, c'est d'épurer l'objet pour n'en garder que l'essence. Il va jouer sur une seule ligne, une seule touche de couleur. Pour attirer l'attention sur la forme du sac elle-même. C'est ça. Il ne décore pas, il médite sur l'objet. Mais ce qui est fascinant dans ce projet, ce n'est pas seulement le résultat esthétique. C'est la stratégie commerciale derrière. C'est une stratégie brillante. Dior réussit un coup de maître. Il transforme le cycle d'achat de la mode, qui est rapide, saisonnier. En celui de l'art, qui est intemporel. Voilà, on n'achète plus le sac de la saison, on acquiert l'œuvre numéro 7 sur 100 de Lee Ufan. C'est un changement total de paradigme. Ils ne vendent plus en accessoires, ils vendent de la permanence. Vendre de la permanence. C'est une idée puissante. Et ça me fait penser que la plus grande redéfinition du luxe, aujourd'hui, elle n'est peut-être plus du tout dans les objets. Mais dans des choses totalement immatérielles. Et là, nos sources nous propulsent soudainement dans un décor radicalement différent. Les Alpes suisses. On passe de la possession d'objets à l'accès à des expériences. C'est vraiment le grand mouvement de fond du luxe contemporain. Et l'exemple de la cabane Totan est hallucinant. Le premier hôtel refuge de luxe de haute montagne en Europe, perché à 3000 mètres d'altitude. Rien que le concept refuge de luxe, c'est un oxymore. C'est ça. Mais c'est surtout l'accès qui définit l'exclusivité. On y arrive uniquement par télécabine, puis à ski ou en motoneige. L'isolement est total. Le voyage pour y arriver fait partie du produit en fait. Cette difficulté d'accès, c'est le premier filtre. Ça garantit une chose que même l'argent peut difficilement acheter en temps normal. La solitude et le silence. Le luxe commence avant même d'arriver. Et une fois sur place, c'est l'intimité absolue. Un chalet privé pour 12 personnes maximum, chef personnel, équipe dédiée. On nous dit que les menus sont conçus sur mesure, des semaines à l'avance. Oui, et c'est un paradoxe intéressant. C'est l'anti-hôtel de masse, mais il repose sur les codes les plus extrêmes de l'hôtellerie de luxe. C'est-à-dire? Le service hyper personnalisé, l'anticipation du moindre désir. Ils vendent la simplicité apparente d'un refuge en pleine nature, mais cette simplicité est rendue possible par une complexité logistique digne d'un palace. Faire paraître l'extraordinaire comme étant simple. Voilà, c'est ça le luxe ultime. Et puis il y a les activités. Avoir accès aux pistes en first tracks, avant tout le monde, skier seul face au lever du soleil. C'est incroyable. Ce détail fou, la possibilité de se faire installer un sauna mobile sur un glacier. Là, on est dans la création de moments uniques et instagrammables par excellence, mais vécus dans une sphère totalement privée. Le vrai statut, ce n'est plus de montrer la montre chère qu'on porte. C'est de pouvoir raconter une histoire que personne d'autre ne peut raconter. Exactement. J'étais seule sur cette montagne à l'aube. C'est une forme de capital narratif. Le luxe, ce n'est plus ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait. Et surtout, ce que les autres n'ont pas pu faire. Restons dans cette atmosphère alpine, à Saint-Moritz, avec une dernière source qui parle d'une expérience encore plus étrange. Une expérience qui joue avec nos sens et notre perception du temps. L'œuvre de Karsten Höller. Oui, un artiste vraiment passionnant. Oui, parce qu'il a une formation de scientifique. Et ses œuvres sont moins des objets à regarder que des protocoles expérimentaux à vivre. Il cherche à produire un effet sur le spectateur. Et là, il a installé un carrousel, le Pink Mirror Carousel, devant un grand hôtel. De loin, ça ressemble à un manège de fête foraine classique. Sauf qu'il est incroyablement lent.
Attendez, une rotation complète dure 2 minutes. Ça a l'air à la fois fascinant et un peu angoissant. C'est précisément cette sensation d'inconfort qui est au cœur de l'œuvre. Euler prend un objet qu'on associe tous à l'enfance, à la joie, à la vitesse. Au vertige, Au vertige, oui. Et il en subvertit complètement le code. En imposant cette lenteur extrême, il nous force à sortir de notre rythme habituel. C'est une sorte de piège contemplatif. On monte dessus en s'attendant à une sensation et on en reçoit une autre, totalement opposée. une prise de conscience forcée du temps qui passe. C'est ça. C'est une machine à ralentir le temps. La source fait un parallèle assez poétique en disant que ça recrée cette sensation que le temps semble suspendu quand la neige tombe. C'est une très belle analogie. L'œuvre n'est pas juste posée dans le paysage, elle dialogue avec lui. Dans un monde saturé d'accélération, Euler nous impose une expérience de luxe sensoriel radical. Le luxe de devoir simplement attendre, regarder et se synchroniser avec le rythme de la nature. Il nous défie de supporter la lenteur. Et dans notre société, c'est peut-être l'un des plus grands défis. Alors, si on fait le bilan de ce parcours, c'est assez vertigineux. On est parti des symboles millénaires du zodiaque chinois qui dictent des stratégies commerciales, On a vu un sac à main se transformer en sculpture de collection. puis on s'est retrouvé dans un refuge où le luxe, c'est l'isolement, pour finir sur un manège qui nous oblige à ralentir de force. Le fait conducteur qui relie tout ça, c'est une quête d'unicité, de profondeur, qui dépasse la simple possession matérielle. Que ce soit en s'appropriant un symbole, en possédant une œuvre d'art ou en s'offrant une expérience qui altère la perception. L'objectif final est le même, construire son propre récit personnel. On n'achète plus un produit. On achète un chapitre de sa propre histoire. Le luxe devient un outil pour se raconter à soi-même et aux autres. Une histoire de tradition, d'avant-garde, d'aventure ou de contemplation. Exactement. Il ne s'agit plus seulement de montrer sa richesse, mais de démontrer la richesse de son existence, de son vécu. C'est une recherche de substance, en fait. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question qu'on peut laisser en suspens. Si le luxe ultime n'est plus la possession d'objets, mais bien le contrôle de son propre temps et de sa propre perception, comme le suggère le carrousel de Karsten Höller, quelle serait alors l'expérience la plus luxueuse que l'on pourrait imaginer pour soi-même? C'était notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Livescope Podcast.